Le plateau du Larzac, 30 ans après, retrouve une nouvelle génération de contestataires. Après les combats pacifistes et contre le nucléaire, ce sont aujourd'hui les organisations altermondialistes qui devraient rassembler 50 à 100 000 personnes. Sur l'île de Ré, après le meurtre d'une jeune fille mercredi, un portrait robot a été distribué et les gendarmes renforcent les contrôles à la sortie de l'île. Après le décès de Marie Trintignant, Bernard Cantat est désormais poursuivi pour meurtre par la justice lituanienne qui a décidé de prolonger sa détention provisoire jusqu'à la mi-octobre. La canicule persistante en France, si elle provoque beaucoup de dégâts chez les agriculteurs, a au moins une conséquence favorable pour les producteurs de vin. En Ardèche, les vendanges ont débuté avec 3 semaines d'avance. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Larzac va revivre les grandes heures des années 70 avec un rassemblement exceptionnel pendant 3 jours. Nostalgiques de tout poil, nouveaux militants altermondialistes vont débattre de sujets aussi différents que le commerce mondial ou le syndicalisme. Sur place, Céline Crespi et Guillaume Michel. José Bové, superstar. Encore en prison il y a 2 semaines, sa présence à Larzac 2003 était inespérée. Aujourd'hui, autour de lui, déjà plus de 50 000 altermondialistes ont rejoint le célèbre plateau. Il y a 30 ans, jour pour jour, était organisé sur le Larzac le premier rassemblement pour lutter contre l'extension du camp militaire que voulait imposer Michel Debré. À l'époque, personne ne croyait que 103 familles de paysans pourraient vaincre l'armée française. Désormais, l'ennemi n'est plus l'armée, mais la mondialisation libérale édictée par l'Organisation mondiale du commerce. Anti-OMC, anti-OGM, écolo, sympathisants d'attaque intermittents, les slogans et les étiquettes se croisent. Tout le monde en ressort avec son kit de militant. Je vous offre 7 autocollants en prime, méfiez-vous de la radioactivité et bien entendu la plateforme pour un service public de l'électricité non nucléaire, bien entendu. Penser qu'un monde différent est possible, c'est peut-être ce qui rassemble tous les participants. Alors, notre association s'appelle Chiche. Chiche, en fait, c'est la réponse à la question « Tu crois que tu vas changer le monde ?» Nouveau, certains ont été motivés par les luttes de mai dernier. Moi je suis institutrice, donc les valeurs à défendre, je les ai défendues au printemps. Et c'est aussi en partie pour ça que je suis venue, pour essayer de voir s'il y avait d'autres gens qui étaient comme moi et qui en avaient marre et qui avaient envie que ça change et qui étaient prêts à faire des choses pour que ça change. Et selon eux, le libéralisme pur et dur est aussi la règle à l'échelle nationale. Nous ne faisons pas la différence entre la politique de M. Raffarin et celle de l'OMC. C'est la même chose. Ça entre dans la même logique. Tous résistants dans l'âme, tous avec un petit quelque chose de José Bové. Cette année, sur le plateau du Larzac, la moustache à la côte. Dans l'île de Ré, les gendarmes poursuivent leur enquête après le meurtre d'une adolescente de 16 ans tuée mercredi après-midi. Un portrait robot a été établi et une centaine de gendarmes est mobilisée. Toutes les personnes quittant l'île sont contrôlées. Christophe de Valambra et Alain Darégrand. Chaque passager de chaque voiture est scrupuleusement dévisagé par les gendarmes. Les cars, les autobus sont inspectés. Désormais, plus personne ne quitte l'île de Ré sans être contrôlé. Et au moindre doute, la vérification est poussée. Les gendarmes recherchent l'homme correspondant à ce portrait robot. Il est suspecté d'être l'agresseur et le meurtrier de la jeune Audrey. Les renseignements recueillis dans le courant de la journée du 7 ont permis d'établir en fin d'après-midi un portrait robot d'une personne qui a été vue à proximité des lieux dans le créneau horaire correspondant au meurtre. Le meurtre d'Audrey, 16 ans, dont la mère a découvert le corps sans vie et partiellement dénudé sur le bas-côté de ce petit chemin. C'était mercredi en début d'après-midi. L'autopsie de la victime, pratiquée hier, a confirmé la thèse de l'agression sexuelle. 2 résultats sortent de cette autopsie. La première, c'est que la cause du décès est criminelle, c'est une asphyxie, que l'agresseur a provoquée volontairement, bien évidemment. Et les deuxièmes conclusions intéressantes pour nous, c'est que les constatations qui ont été effectuées indiquent que la victime, Audrey Texier, a subi des violences sexuelles. Le portrait robot du suspect a été largement diffusé et des renforts de gendarmerie quadrillent l'île de Ré à sa recherche. En parallèle, des analyses génétiques et des comparatifs avec d'autres affaires criminelles similaires sont effectués par les enquêteurs pour retrouver au plus vite le meurtrier de l'adolescente.
À Vilnius, la justice lituanienne a requalifié en meurtre les poursuites visant Bertrand Cantat après avoir reçu le certificat de décès de Marie Trintignant. Le parquet a demandé que la détention provisoire du chanteur soit prolongée jusqu'à la mi-octobre et n'envisage pas pour l'instant de l'extrader en France. Jérôme Soulard. Bertrand Cantat est aujourd'hui considéré officiellement comme un meurtrier par le parquet de Vilnius. Un nouveau chef d'inculpation prononcé ce matin par la justice lituanienne. Une audience éprouvante pour un homme choqué, faible psychologiquement, qui à plusieurs reprises cette semaine a répété qu'il voulait mourir. Son situation maintenant est normale. C'est normal comme dans les prisons. Il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup de tout ce qui peut passer. Bertrand Cantat n'accepterait pas cette mort tragique, celle de Marie Trintignant, la femme qu'il aimait, d'un amour passionnel. Aux enquêteurs, il devra pourtant expliquer comment le 26 juillet dernier, dans cette chambre d'hôtel, leur destin a subitement basculé. Bertrand Cantat cherche à dire la vérité. Il l'a très clairement dit devant la police lituanienne et il n'y a pas effectivement chez lui la moindre volonté de porter atteinte à la vie de Marie Trintignant. Les autorités lituaniennes refusent catégoriquement son extradition. Elles attendent en revanche que les Français leur transmettent le rapport d'autopsie. À Paris, le Quai d'Orsay veut visiblement éviter le bras de fer. Bertrand Cantat devrait donc être jugé à Vilnius, peut-être en octobre. Il risque 15 ans de prison, une peine qu'il pourrait purger en France comme le prévoient les accords passés avec la Lituanie. À Saint-Brieuc, une mallette portant le nom du docteur Yves Godard a été repêchée. La mallette qui contiendrait des cartes marines n'a pas encore été formellement identifiée par la police. Les routes de France plus sûres, avec une baisse sensible du nombre de morts en juillet, moins 19%. Depuis le début de l'année, le nombre de tués a diminué de 24%. Rappelons que la France détient le triste record du nombre de morts sur la route, avec 8000 tués par an. Nicolas Lemarinier et Jacques Gérard. Est-ce la peur du gendarme ou une prise de conscience des automobilistes? Toujours est-il qu'en juillet 2003, le nombre de tués sur les routes est à nouveau en forte baisse. Près de 20% en moins par rapport à juillet 2002, soit 126 vies épargnées sur les routes françaises. 535 personnes ont tout de même péri en voiture le mois dernier. Le nombre de blessés est lui aussi en baisse, moins 1800 victimes par rapport à juillet 2002. Depuis le 1er janvier de cette année, la diminution est de 21,7%. La baisse constatée depuis un an se confirme donc, et les grands départs n'y ont rien changé. Mais cette tendance est-elle durable? Ça ne peut pas ne pas durer maintenant. Ce qui s'est passé est trop important pour qu'on accepte de revenir à la situation antérieure. On ne peut pas accepter de faire de nouveau 1000 ou 2000 morts de plus par an. C'est pas possible. Il faut qu'en France on tombe au niveau où sont nos voisins, c'est-à-dire quelque chose comme 4000 morts par an. En 2002, en France, près de 8000 personnes sont mortes dans un accident de la circulation. 2 fois plus qu'en Grande-Bretagne, 3 fois plus qu'en Suède. Pour renforcer la surveillance des massifs forestiers et des garrigues dans tout le sud de la France, où des incendies ont déjà ravagé des milliers d'hectares dans les Maures et l'Estérel, l'armée prête son concours à la sécurité civile. 480 militaires, marins, gendarmes circulent à l'affût du moindre départ de feu. Reportage Mathias Sillon, Sylvain Daubat. Sur le front des incendies, le renfort de l'armée n'est pas de trop cette année. Pas une journée sans largage pour ce détachement héliporté de la sécurité civile. Il n'était pas intervenu une seule fois l'année dernière. Dans chaque container, 1000 litres d'eau. Arrivés par les airs, ces soldats progressent dans la forêt, s'attaquent aux dernières flammes. Ils vont là où les pompiers ne peuvent aller. Ce qui bloque en fait les moyens d'intervention, c'est l'inaccessibilité. Et c'est pour ça qu'on fait appel à nous, parce que l'hélicoptère, les moyens héliportés nous permettent d'accéder à des lieux qui sont généralement inaccessibles aux camions. Intervention contre les flammes pour ces hommes de la sécurité civile et prévention contre les incendies pour ce marin. Après 25 ans passés sur l'eau à bord d'un bâtiment militaire, le premier maître Thomas change d'élément cet été. Sa manière à lui de lutter contre le feu, aller à la rencontre des touristes. On s'arrête juste pour vous dire que bon, il ne faut pas aller plus loin dans les massifs.
et éviter de fumer, car c'est interdit. C'est une amende qui coûte 135 €. Pas d'amende, mais un simple avertissement cette fois. C'est avant tout contre l'inconscience des promeneurs que ce militaire se bat chaque jour. Les gens qui veulent pique-niquer, qui veulent profiter un petit peu de ces massifs, mais ils ne se rendent pas compte du danger. Parce que le feu va très très vite et ils peuvent se retrouver entourés et ils pensent toujours que ça n'arrive qu'aux autres. 480 militaires sont mobilisés dans le sud-est cet été pour lutter contre les flammes et s'assurer que personne ne pénètre sur ces chemins forestiers. Non, la misère n'est pas moins pénible au soleil et dans les villes écrasées de chaleur, ceux qui n'ont pas d'abri souffrent. Trouver de l'ombre, s'hydrater, prendre une douche est un luxe, d'autant que beaucoup de centres d'accueil ferment pendant les mois d'été et que l'aide alimentaire diminue. Reportage à Paris, Laetitia Legendre et Anthony Masto. Roland s'est levé tôt, comme chaque matin depuis le début de l'été, pour retrouver son petit bout de trottoir. Et même si la recette de la matinée est maigre, il va devoir partir car le soleil va bientôt taper. La canicule n'épargne personne. Je reste ici jusqu'à 9 h à peu près, puis je vais au café du coin qui est là-bas, boire ma petite tasse de café. On revient ici jusqu'à 11 h, 11 h 30. Trouver de l'eau potable, s'hydrater, des besoins élémentaires et pourtant si difficiles à satisfaire dès que l'été arrive. Moins de place en hébergement d'urgence, moins de repas, moins de douches. Les sans-domicile fixe dorment dehors malgré la violence. Fermé, tout est fermé. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous dormez dehors? Là on fait la manche pour acheter à manger. Ouais. Même dans les asiles de nuit, moi je dors tout habillé. Hein. Par 40 degrés? Attendez, je voudrais pas que le lendemain matin je retrouve plus mes pompes. Hein. Même l'été, le 115, le numéro du SAMU social est débordé. Au centre de jour, les sans-abri posent leurs valises, lavent leur linge, prennent une douche, se reposent un moment avant de repartir. Sur Paris, c'est difficile de trouver de l'eau potable ou des douches? Il y en a quelques-unes, mais c'est surchargé de monde aussi, et puis on préfère venir ici. Lors des tournées, les équipes du SAMU social rencontrent beaucoup de situations de déshydratation, de maladies de peau. La forte chaleur de ces derniers jours accroît encore un peu plus leurs états de santé, souvent très fragiles. Plus les personnes sont désocialisées, moins elles ont le réflexe de se protéger. Et donc, moins elles vont pouvoir se repérer et demander de l'aide. Donc, elles auront moins facilement accès à l'eau. Chaque année, des anonymes meurent entre juillet et août. Les habitués qui les connaissent, qui leur parlent, partent aussi en vacances. C'est paradoxalement durant l'été que les sans-abri sont les plus seuls. À Montauban, une maison de retraite a dû être évacuée. La foudre était tombée sur le toit, provoquant un incendie jeudi soir. Les 70 pensionnaires de cette maison de retraite, dont aucun n'a été blessé, ont pu être accueillis dans d'autres établissements. L'élevage des animaux en batterie est en partie ravagé par la canicule. Dans les immenses hangars où s'entassent poulets, dindes, lapins, les animaux meurent en masse. 1 million de poulets sont morts cette semaine. Il faut dire que dans certains poulaillers industriels, la température est montée jusqu'à 40 degrés. Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Arroser les poulaillers. Dans l'ouest de la France, de nombreux agriculteurs font appel au service des pompiers. En arrosant les toits, ils espèrent ainsi faire baisser la température de quelques degrés à l'intérieur. Car avec la canicule, la mortalité des poulets est très forte. Dans ce poulailler-là, j'ai connu 38 degrés maximum mardi. Donc c'est intolérable de toute façon pour de la volaille. Alors qu'elle ne peut supporter qu'en gros 31, 32, 33. Conséquence, Joseph Courtou a perdu plus de 700 bêtes en un après-midi. Un manque à gagner estimé à 2 500 €. À des degrés divers, les 5000 aviculteurs de Bretagne sont touchés. Or, beaucoup ne sont pas assurés pour ce genre de risque. Le rôle aujourd'hui du syndicalisme, c'est effectivement de défendre ces éleveurs. Donc éventuellement d'interpeller l'État pour qu'il puisse éventuellement mettre en place la procédure de catastrophe naturelle pour que ces éleveurs puissent, je dirais, être indemnisés. Car si ce n'est pas le cas, quand on sait que certains ont perdu presque la moitié de leur cheptel, eh bien effectivement demain ils sont, je dirais, presque face au dépôt de bilan. Autre conséquence, les centres d'équarrissage sont saturés. Ils doivent faire face à une mortalité supérieure de 40% à la moyenne. Aussi, les préfectures ont autorisé l'enfouissement des cadavres. Il n'y a pas de risque à partir du moment où on peut l'espérer. C'est une situation exceptionnelle qui va perdurer peut-être quelques jours et qui va concerner sur l'ensemble du département. Vous voyez des quantités, certes, qui peuvent paraître importantes, 24 tonnes et demie, mais qui, au niveau d'une surface comme un département, sont quand même assez faibles. Après le pic de canicule de mardi, la surmortalité se stabilise.
Mais dans un secteur en pleine crise, la canicule est vécue par beaucoup d'éleveurs comme un coup de grâce. En revanche, la canicule est vécue avec plus de sérénité chez les viticulteurs qui annoncent tous un cru exceptionnel. Et en Ardèche, les premières vendanges de chardonnay ont débuté ce matin avec 3 semaines d'avance. Reportage Virginie Timortiki et Philippe Fivet. Et alors, ça donne quoi? Là, c'est un jus en sortie de pressoir. Donc le premier jus de... Effectivement, c'est très aromatique. Pour obtenir ce premier jus de qualité, lever à 5 h du matin, obligatoire. Vendanger 3 semaines en avance, c'est bien, mais avec la canicule, c'est contraignant. On recherche une température la plus basse possible pour éviter l'oxydation du raisin qu'on a fatalement avec la chaleur, avec le soleil et tout. Bonjour. Bonjour. Vendanger un 8 août, l'Ardèche n'avait jamais connu ça et c'est une aubaine pour ces vacanciers qui sont venus donner un coup de main juste pour le plaisir. Ça fait plaisir de se lever le matin pour voir la nature de si près. Le matin, en passant devant les vignes, on voyait que le raisin était bien avancé. Et comme on avait connu ça la saison dernière, on s'est dit, vu le temps, l'ensoleillement qu'on a eu, ça pourrait être que pareil. Eh bien non, c'est encore plus tôt. Depuis 30 ans, on cultive du chardonnay en Ardèche. L'année 2003 restera une année exceptionnelle. Pas de gelée, pas trop de pluie et du soleil. Conditions parfaites pour obtenir un raisin certes précoce, mais de qualité. Ce sont des conditions climatiques exceptionnelles qui permettent de démarrer si tôt. Et c'est vrai qu'on essaye de les saisir pour parler de notre région, de notre vignoble d'Ardèche et des vignerons ardéchois. Aujourd'hui, le premier jus contient 12 degrés d'alcool, une maturité faible idéale pour la production d'un vin blanc effervescent. Le véritable Sauvignon blanc est lui aussi en avance, mais il faudra encore l'attendre au moins 8 jours. Et en attendant de déguster ces nectars, le meilleur moyen de se désaltérer reste encore la consommation d'eau, naturelle, minérale ou de source. Les ventes ont explosé et s'il n'y a pas encore de rupture d'approvisionnement, les stocks sont au plus bas. Dans l'entreprise d'embouteillage d'eau minérale Paro, à Saint-Romain-le-Puy, dans la Loire, les chaînes tournent à plein. Benoît Gadré et Jean-Claude Martin. Avec 300 000 bouteilles par jour, la chaîne d'embouteillage tourne à plein régime. 6 équipes renforcées par des saisonniers s'activent pour honorer les commandes de cette entreprise familiale. Depuis quelques semaines, la courbe des ventes de la Paro suit celle des températures, un vrai coup de chaleur et des niveaux jamais atteints. Sur certaines références de Paro, on a du doublement de volume, puisque y a une forte consommation. Sur l'impact aussi qu'on peut avoir dans le circuit des cafés, hôtels, restaurants, en termes de Paro en verre consigné, bouteilles en verre, on a une progression qui est à peu près de l'ordre de 40%. Très sollicitée, la source est surveillée de près. Pour l'heure, le débit de l'eau suffit à alimenter l'usine. Même avec la canicule, la source ne risque pas de se tarir, car avant d'arriver ici, l'eau, au départ de la pluie, chemine très longtemps sous terre. Les hydrogéologues estiment qu'il faut entre 20 et 30 ans de cheminement et de filtration de cette eau. Donc on peut estimer que si la canicule dure cette même période, on commencerait à être en pénurie. La seule inquiétude à court terme est donc de satisfaire la soif des clients. Une envolée des ventes sans précédent que n'aurait sûrement pas imaginé le créateur de l'entreprise il y a maintenant un siècle. Après les incendies catastrophiques qui ont ravagé plusieurs pays européens, France, Portugal, Espagne, Allemagne, causant la mort de 14 personnes, la Commission de Bruxelles pourrait être mise à contribution. Il existe en effet un fonds de solidarité créé en 2002, après les inondations qui avaient dévasté l'Europe centrale et certaines régions du sud de la France. Explication, Séverine Lebrun. La facture sera à la hauteur de l'ampleur des dégâts. Partout en Europe, des dizaines de milliers d'hectares de forêts ont été détruits. Depuis juillet, 60 000 hectares au Portugal, plus de 30 000 en France, 27 000 en Espagne, et l'évaluation n'est que provisoire. Déjà, le Portugal estime qu'1 milliard d'euros sont partis en fumée. En France, des dizaines de Canadaires sont mobilisés. La logistique, le carburant, tout coûte très cher. 7 000 heures de vol à ce jour et déjà plus de 30 millions d'euros dépensés. 12 colonnes de pompiers sont en renfort dans le sud, 20 000 euros par jour. En Provence, 70% des forêts appartiennent à des particuliers. La plupart ne sont pas assurés. Depuis la tempête de 99, c'est devenu trop cher. Le reboisement sera en partie à leurs frais. 3 000 euros par hectare
pour dégager et reboiser votre forêt, pour autant que vous le fassiez très rapidement. Si vous attendez un petit peu, vous allez immédiatement avoir un peuplement complètement envahi par les broussailles, et là, ça vous coûtera sans doute beaucoup plus cher. Côté assureur, on ne chiffre pas encore le coût des habitations et campings détruits. Partout en Europe, la facture des incendies sera plus élevée cette année que les années précédentes. La solidarité européenne devrait donc jouer. Un fonds est dédié à ce type de catastrophe. Normalement, il s'applique uniquement quand les dommages dépassent les 3 milliards d'euros. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, l'Europe devrait faire une entorse à la règle. Et en Californie, un feu s'est déclaré près de Los Angeles. 180 pompiers, aidés de 4 bombardiers d'eau et de 4 hélicoptères, tentent de maîtriser le sinistre qui s'étend très rapidement, vous le voyez, dans la forêt. Donc c'est près de Los Angeles. Et puis en Floride, une tornade spectaculaire a ravagé une partie du comté de Palm Beach. Le vent a détruit 500 maisons, broyé des voitures. Un parc de mobil-home a été totalement balayé. Yvan Martinet. Une colonne visible à des kilomètres. La tornade a frappé la Floride, West Palm Beach, à une centaine de kilomètres au nord de Miami. Là, ce sont près de 500 maisons qui ont été balayées. Particulièrement touché, ce campement de mobil-home, ses 200 résidents ont dû fuir. Je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas rentrer. Je ne retrouve plus rien, je ne sais pas où aller. Les voitures ont été littéralement projetées, certaines même à plusieurs dizaines de mètres. Des chutes d'arbres ont sérieusement endommagé les lignes électriques, privant plus de 20 000 foyers d'électricité. Les dégâts sont spectaculaires, mais heureusement ni blessés ni victimes, tout juste une grosse frayeur, la routine presque, dans cette région des États-Unis, largement rompue aux caprices du ciel. En Irak, les soldats américains ont ouvert le feu sur 5 vendeurs d'armes qui testaient des kalachnikovs, tuant 3 d'entre eux et blessant 2 enfants qui se trouvaient à proximité. Cet incident est arrivé tôt ce matin à Tikrit. La veille à Bagdad, un militaire américain a été tué alors qu'il montait la garde dans le quartier d'Al-Mansour. Ces accrochages répétés donnent la mesure de la tension qui règne au sein des forces américaines, excédées par cette occupation qui ne dit pas son nom et en but à l'hostilité de plus en plus palpable de la population. Christian Autain et Frédéric Bon ont accompagné une patrouille de soldats américains. Ambiance. Le ton est donné. Pour les Faucons Fous, c'est leur surnom, la patrouille du soir commence tout juste. Une tournée de quelques heures, la routine dans ce quartier chiite de Bagdad, acquis aux Américains. Le seul problème qu'on a ici, c'est la criminalité. Il y a des petits trafiquants d'armes ou de drogue. Nous, on n'a pas le type de problème qu'il y a ailleurs, dans d'autres endroits de la ville ou du pays. Dans ce bastion chiite, le travail de cette patrouille, c'est d'abord aller au contact des responsables locaux. Une mission sociale inattendue pour ces soldats. Premier halte, le poste de police. Et le capitaine sait se montrer paternaliste. Faut qu'on vous donne une autre voiture? Une autre voiture? Oui, je pense que ce serait bien. Ah oui, nous avons besoin d'une autre voiture, oui. Un peu plus loin, le central téléphonique, avec 3 gardes irakiens formés et payés par les Américains. Et c'est en patron que le capitaine Mason s'adresse à eux. Alors, tout le monde est content de sa paye aujourd'hui? Mais malgré cela, l'officier reste méfiant. On ne relâche jamais notre attention. On est toujours prudent. Une vigilance dont ils devront faire preuve encore longtemps. Car ces GIs viennent d'apprendre qu'ils vont devoir rester jusqu'en avril prochain. Et cela ne leur fait pas vraiment plaisir. Tout le monde veut rentrer aux États-Unis pour revoir sa famille. C'est ce qu'on veut. Et c'est aussi ce que les Irakiens veulent. Car chacun a en tête les attaques dont sont victimes leurs camarades depuis la fin des combats en Irak. Plus d'une 50aine de GIs ont été tués à ce jour dans des opérations de guérilla. En Cisjordanie, à Naplouse, 4 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués lors d'un raid de Tsahal. Ce raid est le plus grave en territoire palestinien depuis l'annonce de la trêve fin juin par les groupes armés palestiniens. Et le Hamas indique ce soir qu'il pourrait justement suspendre cette trêve après ce raid aérien.
Santé avec une nouvelle étude concernant le traitement de la ménopause. Depuis un an, les scientifiques américains insistaient sur les dangers de tels traitements. Mais une étude française publiée aujourd'hui montre que les hormones utilisées sous forme de patch ou de gel n'augmentent en rien le risque de phlébite. Jean-Daniel Flézaquier et Claude Barnier. C'est un examen que toutes les femmes ménopausées connaissent. Cet appareil mesure la perte osseuse, conséquence de l'arrêt de production d'hormones par les ovaires. Pour pallier cette carence, elles sont des millions à travers le monde à utiliser ce que l'on appelle un traitement hormonal substitutif. Ce traitement existe sous forme de comprimés, mais aussi sous forme de patch et de gel. Patch et gel, ce qu'on appelle la voie transdermique, ont la faveur des Françaises et elles ont, semble-t-il, bien raison. En effet, une étude américaine publiée l'an dernier montrait que le traitement augmentait le risque de phlébite. Des chercheurs français montrent aujourd'hui que ce risque dépend surtout de la manière dont on prend ces hormones. Par comprimé, notre étude confirme tout à fait bien que le risque de thrombose veineuse est 3 fois plus élevé comparé aux femmes qui n'utilisent pas de traitement. Si l'on compare les femmes qui utilisent un patch ou un gel par rapport à celles qui n'utilisent pas de traitement hormonal, on n'observe pas d'excès de risque. Comment expliquer cette différence? Par voie orale, les doses d'hormones sont très élevées. Ces hormones vont stimuler le foie et l'organe va répondre en fabriquant à son tour des substances qui favorisent l'apparition de caillots dans les veines. Lorsqu'on utilise la voie transdermique, à travers la peau donc, la dose d'hormones dans le sang est 10 fois moindre, le foie n'est pas agressé et le risque de phlébite n'est pas majoré. Cette étude conforte les spécialistes dans leur refus de voir arrêter ces traitements à la française. J'ai totalement foi dans ce traitement, les bienfaits sont considérables, les contre-indications doivent être respectées et il faut encore une fois utiliser les bonnes molécules, les bonnes doses et à des populations particulières qui n'ont pas de contre-indications. L'utilisation de patchs et de gel en lieu et place de comprimés permettrait d'éviter 1000 phlébites par an en France. Avec l'engorgement chronique des hôpitaux, le recours à l'interruption volontaire de grossesse est de plus en plus difficile. Chaque année, 220 000 IVG sont pratiquées en France, mais en été, tout se complique. Les femmes qui veulent avorter ont bien du mal à trouver un centre. Isabelle Quintard et Carole Gréco. À chaque coup de téléphone que nous avons passé, la même réponse. La conception de bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis enceinte de 9 semaines et je voudrais avoir un rendez-vous pour une IVG. Obtenir une place pour un avortement, mission quasi impossible cet été. À l'hôpital de Marseille, par exemple. On n'a plus de place du tout jusqu'en septembre. Donc si vous téléphonez dans les autres centres d'IVG, c'est la même chose malheureusement. À Lyon, également. Nous, on en est au mois de septembre, là, donc... C'est-à-dire, vous en êtes au mois de septembre? Pour les rendez-vous de consultation. Nos lits, on en a 8, on en a 9. Et malheureusement, quand les 9 lits sont occupés, on ne peut pas mettre une dame par terre ou avec quelqu'un d'autre dans un lit. Oui, mais c'est vrai que la situation cet été est particulièrement catastrophique. Hein, à Paris, au planning familial, on ne sait plus quel hôpital appeler. L'été, beaucoup de services ferment car les médecins en vacances ne sont pas forcément remplacés. Et même dans le privé, l'IVG n'intéresse plus. Il faut dire aussi que le statut de l'IVG, il n'a pas été revu à la hausse depuis 1991. Donc pour les cliniques, c'est pas rentable de faire des IVG, donc ils ferment les services IVG. Certains hôpitaux parisiens ont quand même décidé de gérer les urgences. On a décidé de s'occuper tout spécifiquement des IVG tardives. Vous savez que la loi maintenant permet les IVG à 13-14 semaines depuis les dernières règles, ce qui n'est pas fait dans tous les centres. Donc nous avons décidé de nous occuper plus spécifiquement de celle-là. Mais lorsque les femmes attendent trop, et d'après le planning familial, cela arrive souvent, le délai légal est dépassé, il faut alors partir à l'étranger. L'avortement en France reste un droit, mais en été, il est loin d'être un choix. L'année touristique sera médiocre cette année, la clientèle étrangère est moins nombreuse et paradoxalement la canicule n'incite pas les vacanciers à voyager. Il existe cependant des niches de prospérité, celles des hôtels de luxe où la fréquentation notamment en provenance du Moyen-Orient augmente. Reportage sur la Côte d'Azur, Ève Bartoli et Ludovic Tourte. Cannes, la Croisette, ses yachts, ses hôtels de luxe et surtout sa riche clientèle étrangère. Une clientèle venue en nombre cette année. Du coup, dans ce palace, on ne connaît pas la crise. Au mois de juillet, on a atteint des records de fréquentation. Nous avons terminé à 75% d'occupation le mois de juillet, 28% de chiffre d'affaires supplémentaire. Ceci en grande partie à cause des investissements que nous avons faits l'an passé. Changement de décor. Ici, c'est la patronne en personne qui vous accueille. Pas de suite, pas d'étrangers et ça se ressent sur le chiffre d'affaires.
Notre clientèle à notre niveau est essentiellement française, avec aussi quelques Italiens en été. Et cette année, on enregistre une nette baisse de clientèle, en tout cas au mois de juillet, probablement à cause de la conjoncture économique. Côté restaurant, ce n'est pas la panacée non plus. Sur cette terrasse de café, à peine 10 personnes, et ça a été comme ça tout le mois de juillet. Par rapport à il y a quelques années où c'était noir de monde, où on voyait les gens qui sortaient en boîte ou qui sortaient des restaurants, là en ce moment c'est plutôt vide. Et voilà, c'est pas trop serré, ça va aller. Les vacanciers n'ont donc pas fait de folie dans les restaurants et les cafés, et ce n'est pas non plus dans les loisirs qu'ils ont dépensé leur argent. Ici aussi, le chiffre d'affaires baisse. Je pense qu'on peut l'évaluer à l'ordre de 20% à peu près. Mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas significatif parce qu'on attend la fin de la saison, donc la fin du mois d'août pour vraiment tirer des conclusions. Les professionnels du tourisme gardent confiance. Ils espèrent que les affaires redécolleront au mois d'août. Et puis en athlétisme, Marie-Jo Pérec vient d'annoncer qu'elle déclarait définitivement forfait pour sa participation aux mondiaux d'athlétisme au Stade de France. Elle renonce donc définitivement à ces courses qui auront lieu entre le 23 et le 31 août au Stade de France. C'était donc pour les mondiaux d'athlétisme. En voile, dans la solitaire du Figaro, Armel Leclèche, jeune skipper de 26 ans, a remporté la deuxième étape entre Bilbao et La Rochelle. C'est sa première victoire dans cette épreuve à laquelle il participe pour la 4e fois. Au classement général, c'est Yann Eliès qui est toujours en tête. Explication Sandrine Papin. C'est une victoire qui se savoure, d'autant plus belle qu'il ne l'attendait pas. Mais Armel Lecléac, dit le Chacal, n'a jamais lâché sa proie. Premier à La Rochelle, il laisse derrière lui les plus aguerris. C'est toujours ça de gagner et puis voilà, je pourrais inscrire mon palmarès. Bilbao-La Rochelle 2003, c'est pour moi. Ce matin, à l'aube, l'arrivée a pris des allures de régate. La flotte dans un mouchoir de poche. Après 4 jours de lutte depuis Bilbao, 4 jours à pester contre la pétole. Ce manque de vent qui use les nerfs des navigateurs. La solitaire, ses galères, Pascal Bidégori connaît. Il était en tête depuis 2 jours. À quelques milles du petit port français, la quille de son bateau s'est empêtrée dans les mailles d'un filet de pêche. Putain, mais ils sont accrochés à quoi ces saloperies? 100 mètres d'avance, la pression elle est 50 mètres devant moi. Faut que je me fous dans ce putain de filet, que je reste avec le filet un quart d'heure dans la quille, à plonger, à faire MacGyver. T'as vu la tranche de MacGyver? Je me suis battu parce que je voulais la gagner. Chier. Au général, Yann Eliès conserve les commandes de la solitaire devant Armel Lecléac et Alain Gauthier. Lundi, avec ses 41 rivaux, il hissera à nouveau les voiles, cap sur Dingloss en Irlande. Les couchers de soleil de La Rochelle seront bientôt un vieux souvenir, car il y a du gros temps à l'horizon. Les loups de mer ont du souci à se faire. Marciac, dans le Gers, capitale du jazz pour la 26e année, accueille Ibrahim Ferrer, le chanteur cubain du Buena Vista Social Club. Âgé de 76 ans, n'a rien perdu de son charme latin. Abdel Mostefa et Laurent Siron. Il file à travers les campagnes et les villes du monde entier. Enchaîner les tournées, rattraper le temps perdu. Et dire qu'il a failli arrêter. Amer et désabusé en 91, Ibrahim Ferrer, chanteur de charme, à la retraite. Mais comme dans un rêve, on est venu le chercher pour monter le Buena Vista Social Club. Un enregistrement, un film, le succès. À 76 ans, Ibrahim Ferrer, star international. C'est une véritable revanche. Pourtant, ça ne devrait pas être une revanche, mais plutôt une récompense, un cadeau. Tout ça aurait dû m'arriver plus jeune. On pourrait rappeler qu'il a été orphelin à 12 ans, qu'il a été cireur de chaussures, qu'on l'a parfois roulé dans la farine, oubliant de mentionner son nom sur des pochettes d'albums où il était pourtant bien présent. Mais tout ça sur scène, ça ne se voit pas. Ce qui saute aux yeux, c'est pendant près de 2h30, un moment de fête.
En Bretagne ce week-end, en Corse, la semaine prochaine, partout, des concerts affiches complets. Et qu'on se le dise, ça risque de continuer, le crooner à la casquette n'est pas rassasié. Objet mythique pour de nombreux musiciens, le piano avec une marque phare, Steinway, qui depuis 125 ans à New York taille, coupe, assemble. Il faut 1 an pour faire un piano qui comporte 12 000 pièces différentes. Reportage justement à New York, Pascal Golomer. C'est l'une des étapes les plus importantes, les plus délicates aussi de la fabrication. Lorsque les lames de bois, une fois collées entre elles, doivent se courber, prendre la forme. Oublier qu'elles ont été érables ou peupliées pour devenir la caisse de résonance du piano. Et la méthode n'a pas changé dans l'atelier depuis 125 ans. La structure, la résistance et même la sonorité du piano dépendront de cette pièce. C'est vraiment la base de l'instrument. Et la moindre imperfection aura toutes sortes de répercussions. C'est pour ça que nous apportons tant de soin à cette phase. Le piano est né, il est baptisé d'un numéro qu'il conservera jusqu'à sa sortie d'usine, dans 1 an. C'est un gigantesque puzzle de 12 000 pièces. Des pièces réalisées à la main le plus souvent. Un travail de patience et de précision pour les 300 ouvriers. Les mêmes gestes, là encore, depuis plus d'1 siècle, qui s'apprennent de père en fils. Voilà, ce piano est fini. Des pianos identiques, jusqu'à ce que les 243 cordes émettent leur premier son. Chaque piano a vraiment une personnalité différente. Je ne sais pas bien pourquoi, ni à quoi ça tient, mais c'est comme ça. C'est vrai. Même si l'ultime séance de réglage ne détecte rien d'anormal, le piano quitte l'atelier avec un son qui lui est propre et que les connaisseurs sauront distinguer parfois. Un mystère que Steinway entretient volontiers. 1880. Comme pour prouver que d'1 siècle à l'autre, il n'a jamais vraiment quitté le monde de l'artisanat. Beaucoup de gens estiment que les pianos Steinway ont atteint la perfection. C'est pour cela que nous sommes si prudents pour introduire des changements. Le piano attend désormais son acquéreur, artiste confirmé ou mélomane fortuné, qui de ses 10 doigts perpétuera le mythe. Jusqu'à dimanche à Périgueux, le festival Mimos explore toutes les facettes du théâtre corporel. On y retrouve les héritiers du mime Marceau, mais aussi des artistes d'avant-garde qui s'y produisent sous une chaleur écrasante. David Bazier et Philippe Dumeil. Périgueux, par cette chaleur, tente bien de se rafraîchir, mais à regarder le visage des passants, on se demande si ce sacré soleil ne provoque pas d'hallucinations. Des mimes surgissent un peu partout dans la ville, du jour à la nuit tombée. Des mimes d'aujourd'hui qui ont de plus en plus des allures d'acrobates. Les artistes aujourd'hui font de la performance, mettent leur corps en jeu. Comme le mime Marceau, il y a de la performance physique. C'est vraiment un travail du corps maîtrisé. C'est un travail de présence scénique et d'écriture du corps, oui. Le clou du festival Mimos cette année, c'est la compagnie Passager, un gigantesque échafaudage. Selon où le regard se porte, le spectateur voit de la danse, des acrobaties, du théâtre, de la peinture. Les héritiers directs du mime Marceau ont toujours leur place sur les scènes de Mimos. La compagnie Parapeglia mime des personnages qu'on croirait sortis des dessins animés de Tex Avery. Pendant ce temps, sur les places, le Festival Off permet à ceux qui n'ont pas encore de reconnaissance, de contrat, de connaître leurs premiers applaudissements. C'est la dernière mode à New York, une sorte de happening un peu potache, où l'on s'invite par email pour des rencontres inattendues. Jeudi soir, ils étaient 300 environ à Times Square devant un célèbre magasin de jouets pour faire les pitres. Vanessa Rouet. Ce n'est pas le premier jour des soldes chez Toys R Us, mais le dernier gag en vogue aux États-Unis. Nom de code, Flash Mob. Concept, envahir un lieu public et improviser une parade spontanée.
Aucun des 300 New-Yorkais convoqués par Internet ne sait à l'avance ce qu'il doit faire. Tout sera dicté discrètement par les organisateurs. Démonstration. Et la hola générale laisse les agents de sécurité perplexes. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'en ai pas la moindre idée. Moi, je pense que c'est cool de venir ici tous ensemble, de se donner rendez-vous, d'être capable de faire n'importe quoi en même temps, sans bien sûr mettre quelqu'un en danger. J'adore la tête que les gens font. Le show commence et ils se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est délirant. Vous savez, c'est juste l'effet de surprise qui est drôle. C'est New York. Le gag se poursuit crescendo. Et au signal, comme par miracle, la foule se disperse comme elle s'est créée. À peine 10 minutes se sont écoulées. Voilà, le New-Yorkais est gai et joueur. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, puis le point route, Julien Pascal. 20h55, soirée polar avec la crime et avocat et associé. Minuit 30, dernier journal LMT. Je vous retrouve dès demain, 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.